Tlemcen, Tariq ibn Ziyad, qu'elles allaient participer à ouvrir le Maghreb de Barça et l'Espagne à la nouvelle religion. 30 ans plus tard, ne supportant pas les injustices des Omeyyades, les tribus du Maghreb allaient se rebeller. Elles infligèrent de lourdes défaites aux Omeyyades, notamment en l'an 740, lors d'une bataille qui s'était déroulée au nord de l'Ouarselis, près de Chlef, où les Omeyyades laissèrent sur le terrain pas moins de 40 000 hommes. Suite à leur défaite, les Omeyyades se retirèrent en Ifriqiya. Devenant maîtresses chez elles, les tribus de la région de Tihet allaient favoriser la réalisation de deux événements importants. Le premier intervint en l'an 754. En cette année, les Znata du Selsouk accueillent un fugitif de Syrie, Abdurrahman ben Umayya, dont la mère, Raha, n'était rien d'autre qu'une de leurs filles. Emmenée en Syrie dans son jeune âge, elle fut mariée à un Omeyyade du nom de Marwan. De cette union naquit Abdurrahman ben Umayya. Étant à la fois berbère et Omeyyade, il se vit proposer le trône de l'Espagne musulmane, afin d'y apaiser les conflits persistants entre berbères et Omeyyades. Il réussit dans sa mission et instaura ainsi sa dynastie en Espagne pour de nombreux siècles. Le deuxième événement important que favorisèrent les tribus de la région de Tihet fut l'établissement du royaume d'Ibn Rustam. Pourchassé en Ifriqiya, Ibn Rustam vint se réfugier parmi les tribus de la région de Tahat en l'an 761. Avec leur accord, il lança les fondements de son royaume. Il établit sa capitale au pied du Jbel Gzour, à 8 km à l'ouest de Tahat. Et pour la baptiser, il reprit le nom de Tihet. Situé à la jonction du Tel et du Haut-Plaine, sur les routes du sud et de l'Espagne, ainsi que sur celles du Maghreb et de l'Orient, Tihet se développa rapidement. À son apogée, le royaume du Ibn Rustam s'étendra sur les hautes plaines, allant des confins de Sidi el-Massa à l'ouest jusqu'au mont du Hodna à l'est. Optant pour une politique d'ouverture envers ses administrés, les autorités rosmides acceptaient les opinions dissidentes, notamment celle du poète Tiertin Bakr ben Hamad Zennati, qui vécut entre 815 et 900. De même que ces autorités respectaient la pratique des cultes différents du culte ibadite, notamment le rite sunnite et le judaïsme. Envers les pays voisins, le royaume d'Ibn Rustam développait des relations de paix. Il était particulièrement coopératif avec le royaume de Sidi el-Massa, à sa frontière sud-ouest, et le royaume d'Andalousie, royaume avec lesquels il développait une étroite coopération économique et militaire. S'étant cependant progressivement replié sur leurs acquis économiques et sur son rite ibadite, le royaume d'Ibn Rustam n'a pas su s'allier les tribus influentes du Tel, notamment les Ketama à l'est, les Sanhaja au centre et les Meknassa à l'ouest. À partir du début du Xe siècle, ces grandes confédérations tribales du Tel allaient s'unir sous la bannière du chiisme, puis conquérir l'ensemble du Maghreb. L'Est maghrébin fut mis sous l'autorité des Ketama, le centre sous l'autorité des Sanhaja et l'ouest sous l'autorité des Meknassa. Tihet et Fès devinrent dans l'empire fatimide au Maghreb les capitales provinciales ayant comme gouverneur pour la première Messala bin Habous al-Khnasi et pour la deuxième Moussa bin Abou al-Afia al-Khnasi. Des Zénata nomades des hautes plaines qui, sous la direction des Maghraouis, avaient comme objectif leur installation dans le Tel. Ils ne voulaient surtout pas de la suprématie des tribus sédentaires sur le Maghreb. Grâce à leur puissance, à leur nombre et à leur détermination, les Zénata réussirent à s'introduire dans les plaines oranaises et dans le nord du Maghreb extrême, où elles coexistèrent avec les Meknassa de Fès, avec la bénédiction des Omeyyades de Pau. Les tribus de la région de Tihet, proches des territoires des Sanhaja du centre, restèrent leurs alliés. Tihet fit dès lors partie du territoire sous l'autorité des Sanhaja Tachir, loin de Médéa, puis sous celle des Sanhaja Hammadites de la Qala'a, non loin de Sina. Occupés qu'ils étaient à se combattre, ni les Sanhaja au centre,
ni les Maghraouas, ni les Meknassa à l'ouest ne virent le danger qui levait au sud-ouest du Maghreb en cette fin du Xe siècle. Au début du XIe siècle, les Sanhaja Mourabitoun, venant du Sahara occidental, mirent fin au règne des Meknassa et des Maghraouas au nord du Maghreb extrême. Puis ils étendirent leur autorité au Maghreb central jusqu'aux limites ouest de la Kabylie, fief des Sanhaja Ahmadites. Ils passèrent par la suite en Espagne, où ils stoppèrent l'armée des chrétiens. Dans la région de Tihet, ils imposèrent leurs alliés zénètes, les Belloumi. Un siècle plus tard, les Mourabitoun furent à leur tour défaits par les Masmouda Mouahidoun, dirigés par un natif de la région de Ndroma, Abdelmoumen el-Qoumi, appuyé par un homme de religion natif de l'Ouarsenis, Abou Abdullah al-Bashir. En 40 ans, les Mouahidoun étendirent leur autorité et leur dogme sur l'ensemble du Maghreb, puis à l'Espagne musulmane. Dans la région allant de Tihet à Tlemcen, ils chassèrent les Belloumi et imposèrent à leur place leurs alliés, les Beni Abdellah. Si en cette fin du XIIe siècle, l'empire almohade avait pu s'imposer à ses nombreux adversaires, de ses nombreuses confrontations, il sortait cependant très affaibli. La Tihet d'en bas, Ibn Rustam, était complètement détruite par ces guerres. Ne subsistèrent que les quartiers de l'ancien Tihet, relativement protégés par ses remparts. En ce début du XIIIe siècle, l'empire almohade se mourait. Et sur ses décombres, naissait le royaume Hafsid en Ifriqiya, avec capitale Tunis, le royaume des Beni Abdelwad au Maghreb central, avec pour capitale Tlemcen, et le royaume des Beni Berlin au Maghreb extrême, avec pour capitale Fas. Les tribus de la région de Tihet, notamment les Toujines de Oul-Sersou et les Beni Oured dans le Warsenis occidental, voulaient garder leur autonomie par rapport à leurs anciens adversaires, les Beni Abdelwad de Tlemcen. Pour atteindre cet objectif, ces tribus n'hésitèrent pas à s'allier tantôt aux Hafsides de Tunis, tantôt aux Beni Merlin de Fès, pour faire échec aux visées des Beni Abdelwad sur le Warsenis. En cette période troublée, Ibn Khaldoun avait servi tour à tour les trois royaumes maghrébins et celui de Grenade en Espagne. Pour consigner par écrit ces grandes connaissances accumulées tout au long de son parcours, Ibn Khaldoun préféra quitter la cour de Tlemcen pour s'établir chez les Arif, branche des Droughdia, de la tribu des Toujines, au lieu des Qal'ab des Beni Salama, ou Taourzout, situé sur l'une des rives de l'Oued Taht, affluent supérieur de l'Oued Mina, à 10 km au sud-ouest de la ville de Tihet. Là, Ibn Khaldoun acheva en 4 ans son ouvrage sur l'histoire universelle, avec pour titre le Muqaddima, ou Prolégone. Il passera ensuite à l'écriture de l'histoire des Berbères, puis à celle des Arabes, qui entrèrent en Afrique du Nord au 7e puis au 10e siècle. Si pour écrire ses ouvrages, notamment celui relatif à l'histoire des Berbères, Ibn Khaldoun s'appuya sans doute sur de précieuses notes prises dans les archives du royaume de Grenade, de Fès, de Tlemcen et de Tunis, il s'appuya aussi sur les travaux de généalogistes de la région de Tihet, notamment les travaux de Sabr Ben Souleyman de la tribu des Batmara. Ibn Khaldoun avait aussi perçu en cette fin de XVe siècle l'affaiblissement des royaumes musulmans d'Occident et la montée en puissance des États chrétiens d'Europe occidentale, notamment l'Espagne. Subissant les attaques répétées de la marine espagnole, certaines principautés algériennes, notamment celles de Béjaïa et d'Alger, firent appel aux Turcs pour leur venir en aide. Les tribus algériennes, notamment celles de la région de Tihet, prêtèrent allégeance aux Turcs, considérés comme leurs frères en islam. Intégrés dans le Beylik de l'Ouest avec pour capitale Mascara de Goran, la région de Tihet vit sa capitale confortée dans son rôle de poste stratégique de défense. Jusqu'à la première moitié du XVIIIe siècle, au dire de l'historien Léon l'Africain, au XVIe siècle, et d'autres historiens du XVIIIe siècle, la région de Tihet, comme le reste de l'Algérie, connaissait une réelle période de prospérité. Mais, dès la deuxième moitié du XVIIIe siècle, la situation se dégrada. Ayant perdu leur suprématie en Méditerranée, les Turcs d'Alger virent leurs ressources provenant de la bourse diminuer. Ils se retrouvèrent alors
Ils se retournèrent alors sur les populations algériennes pour leur imposer une fiscalité de plus en plus lourde, ce qui entraîna leur révolte dans tout le pays. Les tribus de la région de Tirt ne manquèrent pas à l'appel. Sous la direction de Cheikh Abdelkader Ben Cherif de la confrérie de Derkawa, les tribus de la région de Tirt lancèrent contre les Turcs de nombreuses attaques, dont la plus importante se déroula le 14 juin 1805 au lieu dit Fortassa, situé entre l'Oued Mina et l'Oued L'Adl, au nord-ouest de Tirt. Témoin de cette grande bataille, l'Oued Mina fut surnommé depuis Oued Al-Abtar, rivière des héros. Cette insurrection de 1805 s'étendra à tout l'ouest algérien, depuis Chlef jusqu'à la frontière marocaine. Affaiblis par toutes ces révoltes qui se déroulaient dans différentes régions d'Algérie, les Turcs d'Alger n'opposèrent qu'une faible résistance devant l'agression française de 1830. Dès cette année 1830, les troupes coloniales allaient par contre trouver devant elles une résistance opiniâtre de la part des tribus algériennes, organisées et dirigées ensuite par Ahmed Bey à l'est et par l'émir Abdelkader à l'ouest. Les tribus de la région de Tirt prêtèrent très vite allégeance à l'émir Abdelkader, qui avait son propre frère comme Qaïd des Flita, établi au nord-ouest de Tirt. N'ayant pu avoir l'accord d'Ahmed Bey pour coordonner leur action, après plus de 3 années de combat, l'émir Abdelkader accepta de signer seul avec son adversaire, le général Desmichel, le traité de paix du 26 février 1834. Ce traité reconnaissait autorité à Abdelkader sur l'ensemble de l'ouest algérien, jusqu'à la rivière Chlef. À l'est, l'autorité coloniale gardée pour Oran et sa périphérie. Les tribus de la région de Tirt refusèrent de reconnaître ce traité et reçurent à cet effet l'appui du propre frère de l'émir, précédemment Qaïd Deflita, ainsi que l'appui de la confrérie des Derkawa de l'Ouarsenis. En effet, la région de l'Ouarsenis avait depuis longtemps abrité une forte activité religieuse qui avait donné naissance à d'éminents savants musulmans, tel Abu Abdullah al-Bashir al-Wanchalisi, érudit en sciences religieuses, et qui accepta d'être le compagnon d'Ibn Tubert au XIIIe siècle. Hassan al-Wanchalisi, l'éminent jurisconsulte au XIVe siècle. Ahmed Ben Yahya Ben Mohamed al-Wanchalisi, originaire de Tismsif, spécialiste en charia islamique et auteur des célèbres ouvrages Al-Mi'yar et Kitab al-Wilayat au XVe siècle. Et enfin, Abdel Walid, éminent soufi qui jouait un rôle déterminant dans la formation des étudiants de Fès au XVIe siècle. À la fin du XVIIIe siècle, l'Ouarsenis devint ainsi le principal centre de la confrérie d'Akawi, fondée par le shérif Idriss Ben Sidi Abdallah Abou Yazz al-Mahaji, surnommé Sidi Bouazz al-Mahaji. Dans leur opposition au traité des Michel, les Derkawa de l'Ouarsenis avaient vu leur position confortée par les Derkawa du Sud, avec à leur tête Chérif Moussa. Devant cette forte opposition, l'émir tira très vite les conclusions qui s'imposaient. Il remit en cause, dans les faits, le traité des Michel de 1834 en traversant l'Oued Chérif à l'est, puis en étendant son autorité sur les régions de Miliana, de Bédéa et de la Bétidja. N'acceptant pas un tel défi, l'autorité coloniale déclencha de nouveau les hostilités. Mascara, la capitale de l'émir, fut prise et détruite le 6 décembre 1835. L'émir décida alors de transférer sa capitale en un lieu plus sûr. Il choisit à cet effet le site de la Tirt d'en bas pour l'édifier et la dénomma Taget. Ne pouvant mener en même temps les actions de guerre contre l'émir au centre ouest et contre Ahmed Bey à l'est, l'autorité coloniale proposa une nouvelle fois un accord de paix à l'émir Abdelkader. Ahmed Bey, ayant refusé pour la seconde fois de coordonner son action avec celle de l'émir, ce dernier, après 2 années de durs combats, accepta de nouveau de signer seul, avec son adversaire le général Bugeaud, l'accord de la Tafna du 1er juin 1837. Profitant de cette accalmie au centre et à l'ouest, l'armée coloniale s'empara de Constantine en octobre 1937. L'émir réalisa qu'il avait affaire à un ennemi implacable qui, de prospect en prospect, avait pour objectif la soumission du pays dans son ensemble. Profitant lui aussi de l'accalmie, l'émir Abdelkader renforça ses moyens de défense, se préparant ainsi
à mener l'ultime combat, celui de l'honneur. Bravo, gagné.